Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI1. Voici les titres du 20h de ce samedi. Le Rassemblement des Républicains se souvient de Guéni Kobina 20 ans après son décès. Sa famille politique, le RDR, lui a rendu hommage lors d'une messe organisée en sa mémoire à l'église Saint-Jean de Cocody. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la grande chancelière y ont pris part. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua lance le projet pour l'agro-industriel de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro à Koubi dans le département de Tiébissou. Ce projet va coûter 81 milliards de francs CFA. Il vise la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Et nous évoquerons la situation de ces femmes qui meurent en silence sous les coups de leurs conjoints. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences conjugales ou sexuelles. Pourquoi, comment, qui sont ces hommes qui frappent les femmes? Que dit la loi? Que fait l'État? Élément de réponse dans ce 20h. Enfin, nous ferons un tour au Maroc au Salon du Livre maghrébin. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, y participe. Avec une délégation d'une dizaine d'écrivains et d'éditeurs, le Maroc entend impulser une dynamique de collaboration entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur RTI1. La grande famille des Nzima de Grand Bassam célèbre sa fête annuelle cette année. L'Abissa, fête traditionnelle, marque le début de la nouvelle année chez les Nzima Kotoko, peuple du grand groupe Akan de Côte d'Ivoire. Toutes les filles et fils Nzima vont donc se retrouver pendant 2 semaines autour de leur chef et du tam-tam parleur pour faire le bilan annuel de leur communauté. Mais quel est l'impact de l'Abissa sur la société des Nzima? Nous avons invité pour la page culture de ce samedi le président d'organisation de l'Abissa, M. Jean-Baptiste Amichia. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir. Alors, la fête de l'Abissa a-t-elle effectivement démarré aujourd'hui à Grand Bassam? On sait, on l'a appris, après les dernières élections locales, il y a eu un incendie à la place publique de l'Abissa. Alors, comme vous le dites si bien, il y a eu un incendie. Or, cette place publique est quand même quelque chose d'important. Donc, la tradition exige que la place soit purifiée pour que l'on puisse organiser le dialogue, la critique sociale sur cette place. Donc, la première phase va commencer par cette purification de la place de l'Abissa avant d'envisager, d'attendre que les traditionnalistes nous disent comment faire pour le reste. D'accord, la fête populaire donc. Avant la fête populaire. Donc ça va démarrer quand exactement? Vous savez, c'est la tradition. Donc la tradition nous dira, s'ils ont fini de purifier, à ce moment-là, ils nous donneront le OK au comité d'organisation pour la suite. Donc c'est vraiment, nous sommes suspendus au verdict de la tradition. C'est la tradition et de toutes les façons, l'Abissa aura lieu cette année. Et justement, les valeurs d'union de cohésion sociale sont au cœur de cette édition 2018. Mais quels sont, je disais tantôt, les impacts de l'Abissa sur la société Nzima ou si vous voulez sur la culture ivoirienne? Nous allons en parler, ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Jean-Baptiste Amichia. Merci beaucoup. Le Rassemblement des Républicains se souvient de Guéni Kobina 20 ans après son décès. Le fondateur du RDR a tiré sa révérence le 19 octobre 1998. Sa famille politique, le RDR, lui a rendu hommage au cours d'une messe organisée en sa mémoire à l'église Saint-Jean de Cocody. Des cadres du RDR, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la grande chancelière y ont pris part. Le reportage de Wangolo Terré et Gabriel Zani. Une messe d'action de grâce en hommage à Guéni Kobina, fondateur du Rassemblement des Républicains, est célébrée à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le RDR se souvient des valeurs qui ont marqué l'homme politique, l'homélie du curé de la paroisse Hippolyte Agnegouri, un témoignage de la vie de Guéni Kobina. Souvent compris, souvent incompris, l'homme ne baisse pas les bras. Il travaille à rendre son vécu joyeux et meilleur. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Nul ne peut vivre indéfiniment dans l'injustice et de l'injustice. Un jour, il sera démasqué. Notre illustre défunt, Guéni Kobina, fut un assoiffé de justice à sa manière et selon ses convictions humaines, qu'il trouve aujourd'hui la récompense des hommes intègres. L'élite du Rassemblement des Républicains marche dans les pas de leur premier leader. Vice-président, secrétaire général, cadre du RDR, ceux qui ont connu Guéni Kobina continuent de porter son flambeau de paix et de combativité. Nous avons été avec Guéni Kobina et nous avons pu découvrir cet homme exceptionnel.
Nous souhaitons que les enseignements de Jenny Kobina, ces enseignements doivent être pris en compte par les hommes politiques, mais par les Ivoiriennes et les Ivoiriennes. Nous continuerons de faire la promotion des valeurs et des œuvres qu'il a créées et qu'il a véhiculées de son vivant, afin que les Ivoiriens puissent s'en inspirer. Je crois que Jenny Kobina doit être heureux là où il est, parce qu'il a toujours voulu voir les enfants du président Félix Houphouët-Boigny rassemblés. Les plus jeunes cadres du RDF veulent également retracer ses actions politiques. Pour les jeunes militants que nous étions, Jenny était celui qui nous drainait dans les manifestations. Je me rappelle encore, en 1998, le Front républicain avait décidé d'organiser une série de manifestations en vue donc de la réforme du code électoral. Et j'ai pu participer à certaines manifestations, que ce soit à Cocody ou ailleurs. Et là, nous avons découvert Jenny, qui pour nous était une référence. Franchement, je ne m'attendais pas à tant de monde et je rends grâce à Dieu. Et surtout qu'après ces élections, tout le monde était fatigué. Ils sont restés fidèles à Jenny. Courage, détermination politique, voici les maîtres mots de cette 20e célébration de la disparition de Jenny Kobina. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody a encouragé le RDA à prier pour le repos de l'âme du fondateur du parti. Dans l'actualité nationale également, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli poursuit ses visites aux structures placées sous sa tutelle. Il était cette semaine à la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques, instrument d'aide à la bonne décision de la gestion publique. L'inspecteur général d'État a pu s'imprégner des réalités de la CADP, nous explique Jean-Luc Bangbo. En face des inspecteurs auditeurs, membres de la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques, CADP, la délégation de l'inspection générale d'État, conduite par Théophile Awandoli, en visite dans les locaux de ces structures dont la mission principale est de favoriser une utilisation plus efficiente des ressources de l'État. L'inspecteur général d'État est venu insister sur la synergie d'action à mener en vue de garantir efficacité et qualité de la dépense. Ce sont ces structures qui travaillent pour améliorer la bonne gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je crois que si nos ressources sont bien gérées, très bien gérées, c'est plutôt des gains que la Côte d'Ivoire aura. Alors il faut peut-être mettre un peu plus de moyens pour avoir beaucoup plus de gains. Pour les membres de la CEADP, cette visite est une source de motivation supplémentaire. C'était une joie pour nous de recevoir la plus haute autorité du contrôle dans notre structure. Et cela pour nous galvaniser davantage à bien faire le travail pour la bonne gouvernance. Qui parle de dépenses budgétaires dit qu'il faut des dépenses efficientes, des dépenses efficaces. Depuis sa création en 2005, la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques a effectué 49 missions d'évaluation portant sur 301 structures et produit 268 rapports. Il existe désormais un portail unique pour dématérialiser les services en Côte d'Ivoire. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, a inauguré son portail unique des services à l'investissement. C'est une plateforme numérique dont l'objectif est d'offrir toutes les informations pertinentes que recherchent les investisseurs. Dénommé 225 Invest Côte d'Ivoire, ce portail devrait participer à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. L'enseignant Bakayoko. Plus besoin de se déplacer pour accomplir les formalités liées à votre entreprise. Il suffit simplement d'un clic via votre tablette sur le portail unique des services à l'investisseur pour savoir toutes les procédures, tous les actes utiles et surtout pour réaliser l'ensemble de vos opérations. Son nom, 225 Invest CI. C'est un outil qui est mis à leur disposition. Obligation non, mais nous les incitons fortement à utiliser ce portail pour qu'ils puissent apprécier l'effort que le gouvernement a eu à faire pour leur mettre à disposition un outil moderne de travail pour leur faciliter la vie. Ce portail constitue un point d'accès cohérent dont la mission est d'informer et de renseigner les opérateurs économiques. À titre d'exemple, la nouvelle plateforme numérique offre la possibilité d'entrer en transaction avec l'État à travers plusieurs classes de services tels que la création en ligne, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts ou encore les cotisations sociales. Les transformations structurelles qu'il induit doivent permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de locomotive dans la sous-région et d'améliorer ses performances dans le domaine
de l'environnement des affaires. Célérité, transparence, efficacité, fiabilité et modernisation. Des atouts essentiels pour la transformation positive de l'économie ivoirienne. Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation. À travers toutes ces réformes, la Côte d'Ivoire envisage de se positionner comme un hub régional avec une forte attractivité dans tous les secteurs d'activité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoa, vient de lancer le projet pôle agro-industriel de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro à Koubié dans le département de Tiébissou. Ce projet va coûter 81 milliards de francs CFA. Il vise la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Kader Sogodogo. Koubi, 5 km après Tiébissou, en route pour Didiévi. Les journées de l'administration agricole délocalisée se tiennent dans le Bélier. Mamadou Sangafoa Coulibaly, aux commandes d'une niveleuse pour donner le départ de ce qui pourrait changer positivement les conditions de vie des populations de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, le 2PAI Bélier. Un projet agro-industriel qui s'inscrit dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA 2016-2020. Il répond à la vision du gouvernement de transformer l'agriculture dans toute sa chaîne, de la production jusqu'au producteur, avec des techniques modernes pour des revenus nets. D'un coût de 81 milliards de francs CFA, le 2PAI Bélier repose sur 3 composantes. 1. Restaurer le capital productif en dotant le Bélier et le district de Yamoussoukro d'infrastructures essentielles au développement de l'agriculture. 2. Développer les chaînes de valeur avec le renforcement de capacités des acteurs clés du développement agricole. 3. Assurer une gestion efficace du projet. La bonne gouvernance s'entend. Je voudrais rassurer les parents de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro de l'effectivité du projet 2PAI Bélier et les inviter par la même occasion à s'y intéresser afin de contribuer ensemble à la relance économique de la région. Le Bélier et Yamoussoukro tiennent là assurément une bonne part de l'émergence à travers l'agriculture. Nous sommes venus ici manifester la volonté du gouvernement de contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois pour les jeunes générations. Des filières agricoles porteuses, riz, manioc, légumes, porcins et poissons seront développées. 112 000 bénéficiaires directs, 800 jeunes diplômés, 200 PME et 230 000 femmes animent le projet. Du matériel roulant avec 2 véhicules, 41 motos et du matériel informatique ont été offerts au projet qui démarre dès à présent. Voilà, je vous propose dès à présent quelques réactions après la cérémonie de lancement de ce projet agro-industriel. Nous aimerons dire merci au président qui permet à des entreprises ivoiriennes, parce que nous sommes ivoiriens, de réaliser ces travaux-là. C'est une région comblée avec ce projet et ce que nous attendons, c'est de faire en sorte que tout ce qui va se faire puisse permettre à nos parents, surtout aux jeunes et aux femmes, de pouvoir se prendre en charge. C'est un projet intégré qui va toucher toutes les communes de la région de Bélier et qui aura des impacts à plusieurs niveaux. Il va construire plusieurs périmètres irrigués et rizicoles, des périmètres maraîchers, des pistes agricoles, des points d'eau. Donc il va aussi appuyer toutes les structures régionales qui seront chargées de la mise en œuvre de ce projet. Et il va aussi assister les groupements des agriculteurs. Une centaine de groupements d'agriculteurs sera restructuré et appuyé pour pouvoir transformer leur agriculture et pouvoir surtout valoriser leurs produits agricoles. Cela permettra à mes jeunes collègues et moi d'avoir de l'emploi et d'assurer notre bien-être plus tard. Et toujours dans l'actualité nationale, notez que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un document de politique nationale de la communication et des médias, ce à l'issue d'un atelier organisé par le ministère de la Communication et des médias à Grand Bassam. Ce document permettra de donner plus de visibilité dans la stratégie de développement des secteurs de la communication et des médias. Issa Tchonoyeo. Diagnostiquer tous les maux qui minent les domaines de la communication et des médias en Côte d'Ivoire et trouver des solutions durables
pour les rendre viables. Des experts du secteur ont mis à profit une rencontre à Grand Bassam pour mettre en place un document cadre de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Les problèmes de la presse sont connus. Et nous avons remis encore sur le couvert, cette fois-ci en essayant de proposer des solutions à court, moyen et long terme pour que nous puissions sortir du secteur de la presse écrite, de la précarité qui est la sienne aujourd'hui. Initiée par le ministère de la Communication et des Médias, cette rencontre dans la ville historique de Grand Bassam a permis de poser des jalons pour le contrôle des réseaux sociaux. Il faut veiller à la gouvernance de ces réseaux sociaux. Il faut une gouvernance éthique, il faut une gouvernance morale, il faut une gouvernance professionnelle. Les réseaux sociaux, s'ils sont des instruments d'information et de communication, doivent obéir aux mêmes règles éthiques et déontologiques. La presse est un régulateur important de la société. La représentante du représentant, résident de l'UNESCO, a réitéré la volonté de l'institution d'accompagner les médias nationaux dans la promotion de la démocratie. C'est une initiative que nous saluons. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO n'a pas hésité à mettre à disposition un expert, un journaliste de profession très expérimenté, un ancien fonctionnaire de l'UNESCO pour appuyer justement ce processus et permettre en fait que ce document, que cette politique nationale de communication et des médias prenne en compte tous les défis des médias en Côte d'Ivoire. Saluant la qualité des travaux, le ministre de la Communication et des Médias a indiqué que la presse est une priorité pour le chef de l'État et le gouvernement. Toutefois, il a invité les journalistes à plus de professionnalisme. L'État continuera à aider nos médias, mais à la seule condition que les critères d'excellence soient respectés, conformément aux textes en vigueur et en prenant en compte les missions de service public des acteurs institutionnels. J'invite donc tous les acteurs au dialogue et à la modération. L'option que prend la Côte d'Ivoire avec la définition de la PONACOM permet de mettre en œuvre des politiques et stratégies de développement sectoriel dans des domaines fondamentaux tels que la presse, l'audiovisuel, la communication publicitaire, les nouveaux médias et le porte-parole. Un chronogramme d'exécution des recommandations a été établi afin de rendre dynamique et porteur le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Une question dans ce 20h, comment briser le silence de ces femmes victimes de violences? Difficile à expliquer pour les nombreuses femmes qui meurent en silence sous les coups de leurs conjoints. Une femme sur 3 dans le monde est ou sera victime de violences conjugales ou sexuelles. Pourquoi? Comment? Qui sont ces hommes qui frappent les femmes? Que dit la loi? Que fait l'État? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Christelle Mena. Ça part des injures, des humiliations. Après, maintenant, c'est des coups de poing. Les gens nous disaient, tu attends qu'il te tue avant de partir. Il y a certains enfants même qui disent à leur maman, si tu n'arrêtes pas, quand papa va venir, je vais lui dire et tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est un crime vieux comme le monde, étouffé sous le poids des traditions et des préjugés. Sur 3000 Abidjanaises interrogées, 70% déclarent être victimes de violences conjugales. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. Bastonnade, viol, humiliation, menace de mort, jusqu'à ce que celle-ci soit une réalité. Ce qui tue aussi, c'est la culture du silence. Il fait voir des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment un calvaire, quoi. Derrière les murs des maisons, dans le cocon familial, c'est une des violences les plus répandues en Côte d'Ivoire, généralement insoupçonnable au début de la relation. Comme avec Muriel, qui pensait avoir trouvé le prince charmant. Et puis un jour, le premier geste violent. Il m'a donné un coup sur la bouche. J'ai vu les étoiles, quoi. Je n'ai rien compris. Il m'a fallu au moins quelques secondes pour me dire qu'il fallait, il a fait. Le premier geste est déjà le geste de trop. Mais bien souvent, avant les coups, des violences psychologiques causent de blessures émotionnelles tout aussi douloureuses. Injures, dévalorisation, menaces, jalousie. Il y a aussi les actes de contrôle, qui consistent à priver son conjoint de sa liberté de mouvement, de pensée ou de ressenti, empêcher son conjoint d'avoir accès à l'argent, à ses proches, ou de sortir du domicile sans demander la permission. Il m'insulte en public, soit il s'adresse à moi comme un torchon ou une serpillière. À la suite, c'était question de choisir mes amis, ma famille.
Une fois, il a osé me dire, si je vais appeler ses sœurs ou ses cousines, je dois lui demander la permission. Un homme qui frappe recommencera toujours. C'est toute leur histoire de vie. Ceux qui ont souffert de cela à l'enfance eux-mêmes, ils ont été victimes de violences. Vous avez le monsieur qui est dans une fonction d'autorité. Il y a le pervers narcissique, il va prendre quelqu'un qu'il sait pouvoir manipuler. Il a pris soin de se montrer gentil et très très large avec ses proches. Il a pris soin de la priver de certaines de ses ressources amicales fortes, de sorte qu'elle se retrouve seule face à lui. Et quand il finit par la battre, elle n'a plus personne à qui aller raconter cela. Selon les spécialistes, les violences conjugales obéissent à un cycle. La phase de tension, période de menace qui contraint la victime à faire attention à tous ses gestes, puis la crise, le conjoint violent passe à l'action, frappe la victime, vient le déni, les excuses, prétextant que c'est la faute de l'autre. La victime doute de ses propres perceptions et se sent responsable de la situation. Enfin, la lune de miel, le conjoint violent demande pardon et promet de changer. La victime lui donne une chance et constate ses efforts avant de rebasculer dans un climat de tension. En Côte d'Ivoire, pas de texte juridique spécifique sur les violences domestiques. Elles sont considérées et punies comme des coups et blessures selon l'article 345 du Code pénal. L'article 345 du Code pénal qui sanctionne les coups et blessures volontaires ne prend pas spécifiquement en compte les violences conjugales. Les seules hypothèses prévues par la loi sur le divorce, ce sont des sanctions donc civiles, mais pas de sanctions pénales pour les cas de harcèlement et autres formes de violence, surtout sexuelles, dans un couple qui ne sont pas prises en compte. La honte, la culpabilité, l'isolement, l'incompréhension des proches, surtout en l'absence de traces de violence sur le corps, les brutalités domestiques contre les femmes sont considérées comme banales, presque normales, dans les sociétés africaines. Selon la Banque mondiale en 2016, 51% des Africaines considèrent que leurs maris ont raison de les battre. Une tolérance culturelle qui explique en partie pourquoi les victimes ont du mal à partir, même quand les violences sont de moins en moins supportables. Blandine a vécu cet enfer pendant son enfance. Durant de longues années, son père a battu sa mère. Mes petits frères et moi avons beaucoup souffert de cela et on continue encore d'en payer le prix. Moi, personnellement, je m'étais dit que je n'allais pas me marier parce que pour moi, un mari, c'est un problème. Peut-être un amant pour faire 1-2 enfants, pour chez moi, puis ça me va. Aujourd'hui, à 36 ans, célibataire, sans enfant, elle n'a pas encore fini de se reconstruire et garde en mémoire les séquelles de cet environnement familial violent. On a d'abord mal parce qu'elle est battue, mais on a encore plus mal lorsque on ne peut pas la faire sortir de cette souffrance-là. Elle en parlait toute seule, à la cuisine. Où aller sans moyens et quand on n'a personne chez qui rester. Il n'existe pas de centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de structure prévue, ne serait-ce même que pour écouter ces femmes, pour les accompagner. Il n'y en a pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent souffrir en silence. Difficile de partir, mais encore plus difficile quand on a quitté, selon les victimes. Se reconstruire seul, guérir de ses blessures physiques et psychologiques infligées par l'être aimé. Difficile, mais pas impossible quand on a fait le choix de vivre. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Voilà, violence conjugale, rompre le silence, un dossier signé Christelle Menant. Ajoutons que les violences conjugales ne sont pas subies que par les femmes. Les hommes, dans une proportion moindre, sont aussi concernés. Le présumé assassin d'une dame âgée de 82 ans a été appréhendé. On parle également de violences sexuelles. Âgé de 23 ans, il s'est introduit au domicile de sa victime pour la violer et la poignarder à mort avant de prendre la fuite. Il a été appréhendé par les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Koumassi. Les faits avec Abou Sanoko. Le corps sans vie de dame connaît Aou Thérèse, âgée de 82 ans, retrouvée à son domicile. La victime est trouvée nue, recouverte d'un pagne, portait plusieurs blessures ouvertes faites à l'aide de tessons de bouteilles. Les faits se sont déroulés à Koumassi, Carrefour Gelti. Voisin à la victime qui vit seule depuis sa retraite,
Il a escaladé sa clôture pour attendre qu'elle ouvre la porte le matin. Dame Kone, ne se doutant de rien, en ouvrant sa porte, est surprise de constater la présence de son bourreau en cagoulé. Dans la lutte qui s'engage, elle réussit à démasquer son agresseur. Se voyant découvert, il se saisit d'une bouteille et l'assomme. Évanoui, il va abuser d'elle avant de la poignarder mortellement avec les tessons de bouteille. Il emporte les 2 téléphones portables et la somme de 300 000 francs de sa victime. Saisi, le commissariat du 6e arrondissement de Koumassi, conduit par le commissaire Lezou, diligente automatiquement une enquête avec l'appui de la direction de l'informatique et des traces technologiques et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, et qui aboutit à l'interpellation du présumé assassin qui, interrogé, reconnaît les faits. C'est moi qui l'ai assassiné. Je suis entré chez elle à son domicile le vendredi nuit. Et étant là-bas, j'ai attendu jusqu'au samedi matin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Je suis entré derrière et je l'ai tapé, je l'ai maîtrisé à ce que je la viole. Rien ne peut en toutes circonstances justifier la mort de qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun motif. Le présumé assassin répondra de ses actes devant le parquet d'Abidjan. Environ 30 ans après l'institution par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la Côte d'Ivoire reflète-t-elle encore ce pays de paix? La question est évoquée au colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Les scientifiques font des propositions pour préserver cet héritage de paix d'un retour sur le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous aurez le reportage de Léon Brou dans nos prochaines éditions. Nous partons maintenant pour le Maroc, au Salon du Livre maghrébin. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, y participe avec une délégation d'une dizaine d'écrivains et d'éditeurs. Le Maroc entend impulser une dynamique de collaboration entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Franco Adio est notre envoyé spécial. Salon du Livre de Oujda. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Dans la délégation, une personnalité littéraire reconnue, Tanila Boni, écrivaine, poétesse et professeure de philosophie. Dans ses bagages, sa dernière parution, Habité. Je parle des migrants et je commence par dire que nous sommes aujourd'hui et hier. Nous avons toujours été, nous sommes toujours et je sais que nous serons toujours des migrants. Ce qui veut dire que quand on habite quelque part, il arrive que pour une raison ou pour une autre, on quitte son lieu pour aller ailleurs. Parler d'Afrique, parler du monde, une passerelle à franchir et à établir. Et la Côte d'Ivoire, à travers sa présence, veut comprendre et partager. Le président des écrivains ivoiriens est content de l'expérience. Les bâtiments que nous voyons, les stands, la qualité des débats démontrent que le gouvernement est totalement investi dans le soutien à la culture et précisément à la littérature. Quand je dis nous nous enrichissons, je veux dire que nous nous rendons compte que la littérature est marginalisée, esseulée, ne peut pas véritablement s'épanouir. Écrivain, mais aussi éditeur, venu s'imprégner des bonnes pratiques et nouer des relations. Nous sommes là pour présenter la production ivoirienne aux Maghrébins. Surtout que notre entreprise s'est lancée dans la production d'ouvrages en arabe. Il était important de venir présenter ce que nous faisons ici et de pouvoir le comparer à ce que font nos frères du Maghreb. La Côte d'Ivoire étant invitée d'honneur, il était assez important d'être présent à ce rendez-vous afin de présenter notre catalogue, nos nouveautés. Le Salon du Livre de Oujda au Maroc a réuni 225 intellectuels et acteurs du livre. La ville a été désignée capitale de la culture arabe pour l'année 2018. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, page consacrée à l'Abissa de Nzima Kotoko. On vous retrouve, M. Jean-Baptiste Amichia. Merci. Alors, avant notre entretien, je vous propose ce sujet réalisé par Issa Tchonoyewo sur cette fête annuelle de Nzima Kotoko de Grand Bassam. On regarde et on en discute par la suite. Fête des retrouvailles du peuple Nzima Kotoko. L'Abissa existe depuis les années 1800.
Cette fête a lieu chaque année dans la ville historique de Grand Bassam. La Bissa comprend 2 grands moments. Le premier, le volet sacrificiel ou mystique dévoile ou révèle les projets malsains que formule un individu contre autrui. Le second, le volet festivité, est l'occasion pour le peuple Nzima Kotoko de démontrer son savoir-faire, sa culture, à travers ses pas de danse, sa gastronomie et d'autres projets concernant la réalisation d'infrastructures socio-économiques. La Bissa, c'est aussi un moment de partage, d'amour et d'échange culturel. Cette fête marque l'entrée dans une nouvelle année, une entrée qui doit se faire sans la moindre rancœur. Critique sociale, valorisation des monuments emblématiques, purification de l'Edo Ngolé et la première sortie du roi sont entre autres les activités qui marquent la Bissa. Pour cette édition 2018, les valeurs d'union et de cohésion sociale sont prônées. Nous sommes à Bassam, première capitale. Nous célébrons la Bissa pour que le peuple Nzima, dans son entièreté, exprime cette cohésion-là. En même temps, nous voulons la partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. La Bissa 2018 devrait en principe s'ouvrir ce 21 octobre avec le Sédou, la sortie du tam-tam sacré, pour aller le garder à la clairière pour suivre la semaine du silence. Mais cela ne sera pas possible à cause des événements des derniers jours. La place Abissa ayant été vandalisée et souillée. Les organisateurs sont donc en conclave pour décider de la tenue ou non de l'événement la semaine prochaine. Et pendant que se poursuit ce conclave à Grand Bassam, nous avons sur ce plateau le président du comité d'organisation de la Bissa, alors M. Jean-Baptiste Amichia. La Bissa est célébrée depuis plusieurs siècles. Mais cette fête, dit-on, a une origine mystique. Elle aurait été instituée, vous aurez le temps de confirmer ou d'infirmer, par des génies protecteurs du village de Nzima par l'intermédiaire d'un commis du nom de Koudoum. Alors, je pense que avant de parler de la Bissa, la célébration, on ne peut pas rester en dehors quand même des souffrances des populations. Ils sont lors des derniers événements, des femmes, des jeunes ont souffert dans leur chair. Et je pense que c'est important pour le comité d'organisation de manifester sa compassion vis-à-vis de ces personnes. Vous parlez de la place publique Non, des personnes qui ont souffert, qui ont été gazées, qui souffrent dans leur chair. Donc je pense que quand on est dans un peuple, on compatit aux souffrances des uns et des autres. Et je pense que c'est important pour nous, comité d'organisation, de manifester cette compassion auprès des personnes qui ont souffert dans leur chair. Donc quand l'exaspération arrive, bien sûr, on a débordé sur la place de la Bissa, qui est une place importante, qui est une place de rassemblement. Et on ne pouvait pas célébrer la Bissa sans purifier cette place, puisque c'est une place où se célèbre le dialogue. Et là, on entend dans le reportage que cette place-là a été souillée par ces actes-là. Oui, je pense que dès le moment où une place qui est réservée au dialogue, à l'expression de la critique sociale, a fait l'objet d'une manifestation de violence, on ne peut pas venir comme ça, et la tradition exige qu'on la purifie pour lui redonner sa capacité à accueillir un dialogue constructeur pour que la population puisse vraiment présenter ses doléances, ses critiques, et que cela se passe bien. Et on ne sait pas quand cette purification va s'achever. Alors, vous connaissez la tradition. La tradition a son rythme. Donc, nous, comité d'organisation, nous sommes prêts. Donc, nous avons recueilli tous les moyens. Ça fait 1 an de préparation, de contact avec les partenaires, avec les populations pour faire un programme. Et maintenant que ces événements non prévus arrivent, mais il faut s'adapter. Et il faut gérer l'imprévu. L'imprévu sera géré. Alors, je vous ramène la question. Cette place sur le Koundoum, alors, la découverte de la Bissa, dans notre tradition, nous disons que la Bissa a été découverte par la famille Mavile. Parce que nous sommes une société à famille, donc l'une des 7 familles Mavile, qui allant au champ, une dame qui allant au champ a vu ces génies qui dansaient, et cette famille-là a rapporté cette danse pour le partager avec le peuple. Donc, est-ce que c'est un seul qui a découvert, ou bien c'est un ensemble? On dit, bon, c'est une femme, la famille des Mavile, qui a découvert ça et qui a ramené cela. Donc, c'est lié aussi à ces découvertes, périodes difficiles, découvert des tubercules, le ligname. Donc, il y a aussi cette capacité de dire ce peuple-là est solidaire et partage. D'accord. Une origine mystique, vous n'avez pas répondu. Alors, origine mystique, oui, bien sûr, dès qu'on parle de génie, c'est qu'il y a quelque chose de l'au-delà. Pour protéger un peuple, il y a bien sûr quelque chose de l'au-delà et quelque chose qui dépasse la simple capacité humaine.
D'accord. C'est peut-être ce qu'on veut dire par origine mystique. D'accord. Alors, au-delà des réjouissances, des danses, au son de la fanfare, du tambour sacré, au tam-tam parleur et donc bolet, j'espère que je prononce bien, des défilés de groupes sociaux, la Bissa, dit certains, cache 2 étapes clés. Quelles sont ces étapes? Alors, il y a 2 étapes. Quand on parle de 2 étapes, la Bissa, c'est la période de réflexion du peuple. Donc, quand on a une période dite silencieuse, où le peuple va se recueillir, donc le tam-tam sort, il va donc dans la clairière pour permettre au peuple de faire le bilan. Donc, reconnaître qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et c'est ce qui va se passer après la période de purification. Quand nous donnerons le hockey, donc à ce moment-là, on pourra rentrer dans ce qu'on appelle le siédou. Donc, le tam-tam va à la clairière pour permettre au peuple de se recueillir. Donc, c'est important de faire cette pause de réflexion. Parce que ensuite, dans la phase publique, il y aura bien sûr le rythme du tam-tam qui va rythmer, mais aussi la critique sociale. Et une critique sociale qui répond à certaines normes. C'est-à-dire que lorsqu'on met quelqu'un sur la place publique, soit pour le féliciter, soit pour le châtier, il faut être factuel. Donc c'est pour ça que la période de réflexion préalable permet d'être factuel, de dire ce sont des faits qui sont reprochés, ce n'est pas une condamnation des personnes, mais ce sont des faits. Donc on dit qu'est-ce qu'il a fait de bien. Le Nzema permet de régler les conflits. Alors. Exactement, c'est cette période, et je pense que cette richesse du peuple Nzema, de dire ayons la capacité d'être factuels, de nous retrouver, de poser les actes positifs, de poser les actes négatifs, et après ça, redémarrer. Et avoir ce rythme annuel qui permet de vider les contentieux. Et donc, ça prend combien de temps? Alors, en général, vous célébrez la Bissa sur 2 semaines. Sur 2 semaines. Donc, 1 semaine de période de réflexion et 1 semaine de période publique. Donc, 2 semaines. Et bien sûr, après une 3e semaine qui va te permettre de finaliser tout cela. Mais 2 semaines, disons. Vous êtes là pour tout dévoiler sur la Bissa aujourd'hui. Alors, l'autre face cachée de cette fête culturelle, c'est la cérémonie de jet de pierre à la mer à laquelle participent uniquement les autochtones Nzema. Et ils y formulent les vœux pour la nouvelle année. Pourquoi uniquement les autochtones Nzema, si c'est avéré ce que j'ai dit? Vous savez, c'est quand un peuple a sa culture, ça a de sens que pour ce peuple. Bien sûr que les autres peuvent venir voir, mais quand vous n'avez pas participé toute l'année, ça a moins de signification pour vous. Donc c'est quelque chose, bien sûr, nos amis viennent voir, mais la signification profonde vient de ceux qui appartiennent à ce peuple. Ce n'est pas une exclusion, c'est quelque chose, vous appartenez à un peuple, et donc ces pratiques appartiennent à ce peuple-là, et ont plus de sens pour vous. D'accord. Alors, cette famille compose le peuple Nzema, notamment les Mbavilais, les Mafoulais, se scindent donc en 2 groupes. Vous l'avez dit, d'un côté, on a les femmes, de l'autre, on a les hommes. Et puis, ces 2 groupes-là se livrent à un jeu d'autocritique et de critique, vous l'avez dit. Alors, même le roi n'échappe pas à ces critiques. Alors, pendant la Bissa, alors, ce n'est pas les femmes et les hommes. Dans toutes les familles, il y a les femmes et les hommes. Les 7 familles-là. Les 7 familles. Donc, chacun appartient, de par sa mère, à une famille, et bien sûr, pendant la Bissa, on célèbre son père. Donc, chacun, tout Nzema appartient à l'une de 7 familles, femme ou homme. Maintenant, la critique sociale, c'est la critique, c'est-à-dire pendant la Bissa, toutes les barrières tombent. Tout est permis? C'est pas que tout est permis, il y a un respect des règles. D'accord. C'est-à-dire toutes les critiques sont permises à condition qu'elles soient factuelles. Même le roi n'échappe pas à ces critiques. Toutes les couches sociales, tout Nzema peut être célébré ou lui faire des remarques négatives sur la place publique. Tout Nzema. Et comment ça finit? Mais ça finit bien, puisque dès le moment où vous êtes factuel... Pas par léger des pierres. Hein? Non, dès le moment où c'est factuel et que la volonté, c'est la volonté d'amélioration. Donc c'est cette volonté d'amélioration permanente qui permet à la société d'évoluer. Dès le moment où on ne laisse pas les contentieux au-delà d'une année, cette période de retrouvailles permet, dans le respect des règles, dans la courtoisie et dans la capacité d'exprimer, d'être factuel. Et je pense que c'est cette grande richesse du peuple Nzema de dire « je sais me faire une pause dans l'année, me retrouver, et il n'y a pas de problème qui ne puisse pas être dit pendant la Bissa. » C'est pour ça que même le roi... Et pas de problème, qu'il n'y a pas de solution. Pas de problème qu'il n'y a pas de solution. Alors, quels sont les impacts de la Bissa depuis que la Bissa est célébrée, je crois, depuis 1800, je n'ai pas la date exacte, vous l'avez, donc plusieurs siècles. Quels sont les impacts sur la société Nzema aujourd'hui? Alors, je crois que un premier impact, c'est la stabilité de la société. Dès le moment où vous apprenez à vous exprimer, vous apprenez à exprimer des faits, vous participez à l'union et à la cohésion. Maintenant, les enjeux aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons les bons mécanismes de transmission de ces valeurs? Donc, le télescopage, et comme disait Cheikh Hamidou Diane, comment apporter et faire cohabiter les valeurs traditionnelles et tout l'impact du monde moderne? Est-ce qu'on arrive à faire passer ces valeurs-là? Est-ce qu'on arrive à faire passer... Donc, premier impact, c'est cette cohésion de la culture Nzema. Deuxième, il y a aussi le fait que la société soit bien sûr répartie sur plusieurs continents maintenant, garder cette capacité de dire tout Nzema appartient à une famille.
Donc, on n'est jamais en dehors de la famille, où qu'on soit. D'accord. Alors, pendant la célébration sur la place publique, c'est la dernière question. Au quartier France des Grands Bassams, je rappelle, la capitale du peuple Nzema Kotoko. Et qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les participants se déguisent et se maquillent avec du kaolin et sont vêtus en blanc. Que symbolise alors, cette couleur? Le blanc à la fin de la bissa, c'est le symbole de la pureté. D'accord. Donc on a fini, on s'est débarrassé des vieux problèmes, souillures, et on commence l'année avec le blanc. Donc vraiment, c'est aussi une capacité de renouvellement pour la société, et c'est important. Je pense que... Et une bonne manière d'entrer dans la nouvelle année. Une excellente manière de rentrer dans la nouvelle année. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Amicha, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la BISA. On attend donc, après la cérémonie de purification, quand est-ce que la BISA 2018 va démarrer? Les dignitaires de la BISA nous le diront. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Polo Koulibaly pour le dernier journal. Très, très belle soirée sur RTI.